Le western n'a jamais été seulement une histoire d'indiens et de cow-boys. C'était, dès le début, la mythologie de l'homme confronté au vide. Un espace où la loi n'existe pas et où l'humain reste nu face à sa véritable nature. Ce cinéma n'est pas mort avec John Wayne. En fait, aujourd'hui, vous allez découvrir des œuvres qui ont surpassé la légende, couronnant à la fois le sommet de son genre et l'Olympe de la cinématographie mondiale. Depuis le meilleur début de tous les temps, avec la plus grandiose des bandes originales du cinéma, jusqu'à la naissance du dieu, qui inspirerait absolument tout le cinéma postérieur. Dans Johnny Guitar, Nicholas Ray transforme le western en quelque chose d'étrange, presque fiévreux. Dès le premier instant, on perçoit que ce monde ne fonctionne pas comme il le devrait. Il y a de la tension dans l'air, des regards qui pèsent de trop lourd et un conflit qui n'a pas besoin de balles pour paraître mortel. Vienna est la propriétaire d'une taverne construite stratégiquement, là où le chemin de fer arrivera bientôt. Mais son indépendance et son passé sont une menace pour le puritanisme de la ville, dirigée par la tordue Emma Small. Quand Johnny Guitar, un pistolero qui a troqué son revolver pour une guitare, apparaît sur scène, la mèche est allumée. Mais ce qui rend ce film éternel, c'est que le pistolero, celui qui donne son nom au titre, n'est guère plus qu'un ornement. Le véritable duel, celui qui fait vibrer l'écran de tension, se déroule entre deux femmes qui se détestent avec une intensité démoniaque. Ray utilise le western pour filmer une chasse à l'homme qui pue les listes noires du macartisme. C'est le portrait de la façon dont une foule en colère peut utiliser la moralité comme excuse pour commettre une atrocité. N'attendez pas le réalisme des éperons et de la poussière. Ceci est du théâtre tragique déguisé en cinéma de frontières. Vienna, vêtue d'un blanc immaculé devant le piano, alors que la ville vient pour elle, est l'une des images les plus puissantes de l'histoire du cinéma. C'est la résistance individuelle face à la stupidité collective. C'est par cette phrase que débute Dead Man, et ce qui suit n'est pas un western, c'est une transe. Jim Jarmusch s'éloigne de l'épopée des prairies pour filmer un voyage spirituel vers le cimetière de la civilisation. William Blake, un comptable voyageant vers l'ouest en quête d'un avenir, se retrouve avec une balle près du cœur et un Indien nommé Person comme guide vers sa propre tombe. La balle dans la poitrine de Blake n'est pas la fin, c'est le début de sa lucidité. Ce n'est que lorsque le protagoniste cesse d'essayer de s'intégrer dans un monde de contrats, d'argent et de violence mécanique qu'il commence à voir la réalité. Ce que Jarmusch nous lance au visage est un western terminal, tourné dans un noir et blanc argenté qui ressemble à de la cendre. Ici, le progrès n'est pas un espoir. Ce sont des usines qui crachent de la fumée noire et des hommes tirant sur des buffles depuis un train par pur ennui. C'est la mort de la nature aux mains de l'industrie. William Blake, interprété par un Johnny Depp qui s'efface plan après plan, ne fuit pas la justice. Il fuit l'ego pour retourner à l'esprit. La musique de Neil Young, avec cette guitare électrique distordue qui semble pleurer parmi les arbres, transforme le visionnage en une expérience physique douloureuse. Un film qui vous oblige à accepter que, parfois, la seule façon d'être libre est de cesser d'appartenir à ce monde. Le western traditionnel nous a vendu le mensonge selon lequel l'Amérique s'est construite avec héroïsme sous un soleil de justice. Robert Altman, dans John McCabe, McCabe et Mrs. Miller, nous enfonce dans la boue glacée pour nous dire la vérité. Elle a été construite avec une cupidité pure et dure. L'histoire nous présente John McCabe, un type avec plus de charisme que de cerveau, qui arrive dans une ville minière avec l'idée de monter un bordel. Et Constance Miller, une femme pragmatique, accro à l'opium, et bien plus intelligente que lui, qui finit par devenir son associé. Quand une grande compagnie minière fait une offre pour le local, et que McCabe commet l'erreur de négocier par orgueil, il signe son arrêt de mort. À partir de là, le film se transforme en une ballade funèbre, où la musique de Leonard Cohen agit comme un narrateur omniscient qui connaît déjà la fin de la tragédie. Il n'y a pas de duel au soleil, ni de justice poétique. Altman utilise un zoom constant et une photographie au grain sale pour que nous nous sentions comme des voyeurs d'une défaite inévitable. McCabe se croit un pistolero, mais en réalité, c'est un homme ordinaire qui tente de jouer les mythes dans un monde qui ne permet plus les légendes. C'est la fin de l'innocence, filmée avec une beauté glaciale qui vous laisse le cœur en blanc. Sam Peckinpah a officié les funérailles les plus sanglantes et bruyantes de l'histoire du cinéma.
Avec la horde sauvage, Gruppo Salvaje, le genre a définitivement perdu son innocence pour se baigner dans la boue de la trahison et du réalisme. Il y a des hommes fatigués, des criminels qui ont survécu à leur propre époque et qui voient comment le XXe siècle avance vers eux, avec la froideur mécanique d'une mitrailleuse. Pike Bishop et sa bande sont les derniers vestiges d'une frontière qui s'éteint, des hors-la-loi qui ne cherchent plus la liberté, mais une sortie digne dans un monde qui a décidé de les remplacer par des automobiles et de la bureaucratie. Peckinpah rompt le montage classique pour nous offrir une chorégraphie de la mort, un ballet de sang au ralenti où chaque coup de feu est ressenti comme un coup de poignard pour le spectateur. Toute la violence ultérieure au cinéma boit à la bravoure de Peckinpah. Tarantino, Scorsese et tant d'autres stylistes de la violence à l'écran n'auraient pas été possibles sans la révolution de la horde sauvage. Cependant, le réalisateur ne cherchait pas à nous faire apprécier la violence, contrairement aux cinéastes modernes. Il cherchait à nous horrifier avec, à nous attrister, à nous montrer quelque chose que les mots ne peuvent dire. Comme l'a fait Kurosawa dans Sanjuro. Le sang n'est pas un spectacle, c'est le prix à payer pour être allé trop loin. Un poème sauvage qui nous rappelle que, quand ton temps est passé, il ne reste qu'à choisir comment tu veux tomber. Un sommet du cinéma qui a changé les règles du montage et de la moralité pour toujours. Le western le plus légendaire qui ait jamais été fait. Le bon, la brute et le truand est synonyme de qualité, de cinéma total. Ce que nous voyons ici est le triomphe de la mise en scène sur la narration conventionnelle. Léone dilate le temps jusqu'à ce que la tension devienne insupportable, capturant chaque goutte de sueur et chaque regard esquivé dans des gros plans qui ressemblent à des paysages de chair et de poussière. Chaque présentation de personnage a marqué un jalon distinct dans l'industrie. Où Clint Eastwood est devenu le dieu du western, pour beaucoup surpassant John Wayne, mais c'est un débat éternel. L'intrigue est d'une simplicité absolue. Alors que la guerre de sécession déchire un pays entier, 3 hommes traversent un désert de cadavres à la recherche d'un butin qui n'appartient à personne. Léone utilise l'échelle de la guerre pour souligner la mesquinerie de ses protagonistes. Des milliers de soldats meurent pour un drapeau, alors qu'ils ne vivent que pour l'or. Le titre est de l'ironie pure, car le bon n'est pas meilleur que la brute, ni le truand plus que ses compagnons. Il n'y a aucune trace d'héroïsme, seulement différents degrés de malice qui bougent au rythme de la partition d'Ennio Morricone. Une musique qui n'accompagne pas, mais qui respire, crie et hurle avec eux. C'est le cinéma devenu rituel, où le son du western a été créé, et où l'image du cow-boy a été détruite dans l'inconscient collectif, passant du héros John Wayne au Clint Eastwood brisé et cynique. Si vous comprenez que les films sont bien plus que du divertissement, abonnez-vous et aimez. Rejoignez Cine Prime et laissez votre western préféré dans les commentaires. Préparez-vous, car cela ne fait que commencer. This time, right between the eyes. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, John Ford s'assoit devant le miroir et brise sa propre légende. C'est un film d'intérieur, sombre et claustrophobe, qui s'éloigne des grands horizons pour s'enfermer dans le conflit moral d'une petite ville appelée Shinbone. Ici s'affrontent 2 Amériques, celle de Tom Donifon, l'homme d'action qui impose sa loi par le revolver, et celle de Ransom Stoddard, l'avocat qui arrive avec un livre de loi sous le bras en croyant que la parole peut vaincre le plomb. Le génie de Ford ici est d'une lucidité terrifiante. Il nous présente Liberty Valance comme la personnification du chaos absolu, une force de la nature qui ne comprend que le langage de la violence. Mais la véritable tragédie n'est pas l'affrontement avec le méchant, mais le sacrifice du héros. James Stewart et John Wayne représentent le choc entre le progrès et la légende. Ford nous dit que pour que la civilisation naisse, le mythe doit mourir dans l'ombre, oublié et seul. Le film nous laisse l'une des meilleures phrases du cinéma. When the legend becomes fact, print the legend. C'est l'aveu que notre société se fonde sur des mensonges nécessaires, sur des hommes qui ont fait le sale boulot pour que d'autres puissent se vanter d'avoir les mains propres dans les bureaux. Un testament amer, tourné dans un noir et blanc qui semble être la fin d'une époque, où Ford admet que l'Ouest qu'il a lui-même aidé à créer n'était rien de plus qu'une belle tromperie.
Impitoyable est le film qui boucle la boucle, le règlement de compte d'un réalisateur, avec son propre passé, et avec un genre qui glorifiait la violence depuis des décennies. Nous suivons l'histoire de William Munny, un homme qui porte le poids d'avoir été un tueur impitoyable, et qui aujourd'hui veuf et ruiné, est contraint de reprendre une arme pour une cause qui n'a rien d'héroïque. Eastwood brise l'iconographie du pistolero dès la première scène. On le voit tomber dans la boue, incapable de monter à cheval ou d'atteindre une cible à quelques mètres. L'intrigue, qui démarre avec la quête de vengeance d'un groupe de prostituées maltraitées, finit par devenir une réflexion sur la nature du mal et le poids de la conscience. Eastwood utilise des personnages comme le English Bob pour se moquer des romans à 10 sous qui ont inventé l'épopée de l'Ouest, en les contrastant avec la réalité sale et lâche de la mort réelle. C'est un exercice d'honnêteté brutale sur la vieillesse, la culpabilité et l'impossibilité d'échapper à sa propre nature. Si le western classique nous a appris à aimer le cavalier solitaire, Impitoyable nous oblige à le craindre, nous rappelant qu'il n'y a aucune beauté dans le meurtre, seulement des hommes brisés et effrayés, attendant une fin qui ne sera pas poétique. Le podium exige des œuvres qui transcendent leur propre genre, et l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford n'est pas un western, c'est un requiem. Andrew Dominik filme l'autopsie d'un mythe vivant, nous livrant l'un des films les plus dévastateurs et picturaux du XXIe siècle. Ce que nous voyons, c'est un Jesse James rongé par la paranoïa, un fantôme qui ne supporte plus le poids de sa propre légende. Brad Pitt interprète un dieu épuisé et erratique. Face à lui, Casey Affleck donne vie à Robert Ford, l'incarnation absolue du fanatisme. Ford ne veut pas l'argent de Jesse, il veut le dévorer, être lui. Et quand il découvre que son idole n'est qu'un homme paranoïaque, cruel et effrayé, la dévotion pourrit et se transforme en une haine létale. Le film transforme une trahison historique en une expérience sacrée. La lentille de Roger Deakins, avec ses bords flous, nous oblige à regarder à travers le verre sale de la mémoire. La séquence du train perforant l'obscurité de la forêt avec sa lumière dorée est, tout simplement, l'une des images les plus stupéfiantes de l'histoire du cinéma. C'est un poème funèbre sur la solitude de la célébrité. Un chef-d'œuvre qui vous enveloppe dans une tension asphyxiante, comme si vous écoutiez une passion de Bach, dans l'attente d'un châtiment divin. John Ford nous a offert dans La prisonnière du désert le portrait définitif de l'obsession humaine. C'est bien plus qu'un film sur la recherche d'une fille kidnappée. C'est une dissection de la haine absolue incarnée par Ethan Edwards. John Wayne, avec un regard qui semble avoir traversé l'enfer, brise son image pour devenir un spectre, un homme qui a perdu sa place dans le monde civilisé et qui ne trouve de consolation que dans la sauvagerie qu'il prétend combattre. Sa place dans le top 2 n'est pas seulement due à sa force émotionnelle, mais à une perfection technique qui frôle le surnaturel, inspirant même Paris, Texas. Sa maîtrise de la profondeur de champ dans le Technicolor de VistaVision transforme Monument Valley en un personnage psychotique. Les rochers sont des témoins muets d'une chasse qui dure des années et qui dépouille les protagonistes de leur humanité, plan après plan. La caméra est implacable en nous montrant un protagoniste qui, au fur et à mesure du métrage, se mimétise avec ce qu'il jure de détruire. C'est un film sur le temps qui érode les principes et sur la ligne mince qui sépare la justice de la vengeance la plus aveugle. Ford se passe de la morale facile pour nous livrer une œuvre qui atteint la profondeur de la tragédie grecque, où le véritable territoire à conquérir ne sont pas les prairies, mais les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Ce plan final est, tout simplement, le sommet de la cinématographie. La silhouette d'un homme qui a accompli sa mission, mais qui se s'est exclu du paradis qu'il a aidé à construire. C'est la solitude absolue transformée en art. Le trône du western appartient à Il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone a composé l'opéra définitif du genre, donnant lieu à une œuvre d'une poésie visuelle sans précédent dans l'histoire. Les 10 premières minutes sont, peut-être, la plus grande leçon de langage cinématographique de l'histoire. Un prodige de conception sonore, où le grincement d'une girouette et le bourdonnement d'une mouche remplacent la parole, dilatant le temps, jusqu'à ce que la tension devienne physiquement insupportable. Mais le deuxième début, où Henry Fonda assassine une famille, est tout simplement le meilleur début de tous les temps. Pour nous mettre en contexte, Henry Fonda était le gentil garçon d'Hollywood, l'homme qui représentait l'intégrité et la morale.
Quand la caméra tourne et qu'il est révélé qu'il est un tueur d'enfants, le choc provoqué a donné lieu au traumatisme de toute une génération. C'est comme si Tom Hanks jouait Hitler, mais en pire. Charles Bronson n'est pas un héros. C'est un fantôme du passé qui revient avec un compte à régler, une ombre qui n'appartient plus à ce monde. Frank représente la face cynique du capitalisme qui arrive avec le chemin de fer. Entre eux, Jill est la seule qui regarde vers l'avenir, la mère spirituelle qui fleurit sur le sang des hommes, qui s'entretuent pour la terre et l'ambition. La musique de Morricone est tout simplement son œuvre majeure, créant un son qui nous emmène du sable de l'Ouest jusqu'à l'infini du ciel. C'est la première place parce que c'est le cinéma dans son état le plus pur et arrogant. Un film qui appartient à l'Olympe du cinéma, quel que soit le genre. Si vous avez ressenti ce voyage dans votre cœur, soutenez le contenu en laissant un like et en vous abonnant pour que je puisse créer plus et un meilleur contenu. Faites-moi savoir quel est votre western préféré dans les commentaires et quel film j'ai pu oublier. À très bientôt.